Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'écoutais presque religieusement, j'imagine, si j'avais une voix pareille pour pouvoir chanter, ce serait extraordinaire. Vous imaginez si j'avais une voix de soprano pour pouvoir effectivement faire tout cela. Bon, bah écoutez, on va se contenter aujourd'hui de faire un nouveau webinaire, un nouveau thème que j'ai choisi sur toute la partie en fait de la fiscalité des dividendes, à la fois pour les particuliers et à la fois pour les sociétés. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris les deux. Vous allez voir qu'il y a véritablement une vraie explication. Alors, vous savez qu'on est en live, que vous pouvez absolument poser toutes vos questions et vous recevrez juste après un joli replay qui vous permettra effectivement de revoir les moments les plus forts sur cette partie de la fiscalité des dividendes pour les particuliers et pour les sociétés. On va suivre un plan, bien évidemment, comme à chaque fois. Je vois que Nadia, merci pour la coupe de cheveux, on est d'accord. On va se poser la question, que peut-on distribuer comme dividende? Parce que ça, c'est la vraie question. Et on abordera ensuite les deux points sur la fiscalité des particuliers et la fiscalité des sociétés. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de la société Doux et je suis également expert comptable et c'est moi qui vais avoir le plaisir de pouvoir rentrer absolument dans toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, de poser vos questions au fur et à mesure. On pourra bien évidemment répondre à chaque fois. Alors, on commence la première partie par que peut-on distribuer comme dividende? Parce que ça, c'est souvent une question qui est posée, à la fois pour les gens qui sont des créateurs de sociétés et qui pensent que dès la première année, ils peuvent distribuer des dividendes. La réponse est non. On ne peut distribuer des dividendes qu'à partir du moment où on a clos une première société. Alors, pour faire ultra simple, j'ai pris en fait un extrait d'un bilan qui s'appelle le bilan partie passif, puisque c'est là où on retrouve en fait les montants que l'on peut distribuer. Et ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai mis en grand 2 années. Alors, on va prendre l'année du 31/12/2020 et on va se poser la question. Alors, je vais vous aider à le lire. Donc, on voit qu'on a un capital social à 1500 euros. C'est un capital social qui est tout à fait normal. On s'aperçoit que l'on a réussi à avoir une réserve légale égale à 10% du montant du capital social, c'est 150 euros. Je regarde bien la colonne au 31/12/2020 et je me retrouve avec un report à nouveau qui est égal à 47 165 euros et un résultat d'exercice à 128 000. Alors, on va commencer par le report à nouveau. Et ces 47 165 euros sont ni plus ni moins que le fruit, en fait, de l'année 2019 où ce dirigeant-là n'a pas pris ces 11 248 euros de report à nouveau et n'a pas a décidé que son résultat d'exercice qui était au 31/12/2019 de 35 917 euros, eh bien, il a tout mis dans le report à nouveau. C'est pour ça qu'on arrive à cette somme de 47 165 euros. Ça, c'est le report à nouveau des exercices antérieurs. Et puis, parallèlement, on a le résultat d'exercice, c'est-à-dire ce résultat de l'année en cours. Voilà. Et donc, si j'ai mis une petite croix et une petite coche noire, c'est qu'il y a une raison, c'est que tout simplement, ce report à nouveau et ces résultats de l'exercice peuvent être distribués. On ne peut pas distribuer de capital social, ce n'est pas possible. On ne peut pas distribuer le montant de la réserve légale, ce n'est pas possible du tout. Et donc, Nadia, le report à nouveau, en fait, c'est quand tu n'as pas d'idée, pour faire simple, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de le prendre en dividende et tu te dis, je le laisse dans la société. Et dans ces cas-là, on le met en report à nouveau ou en réserve, autre réserve, c'est exactement la même chose. Nous, on préfère en report à nouveau parce qu'on a connu à une certaine époque, effectivement, un moment où la fiscalité taxait les autres réserves. Et donc, le plus simple, c'est de le mettre en report à nouveau. Donc, le même combat, le report à nouveau, c'est quand tu ne sais pas, eh bien, tu le laisses dans la société et ça se met par le biais d'une assemblée générale ordinaire, toujours directement en report à nouveau. Voilà, Nadia, l'explication dessus. Alors, Pauline, il n'y a pas d'ombre. Alors, la question de Pauline, c'est y a-t-il un nombre d'années limite pour le report à nouveau? La réponse est non. On peut se retrouver dans une société qui a 99 ans et où le cumul du report à nouveau, c'est 99 années. Comptablement, juridiquement, il n'y a
aucune limite. Et fiscalement, pour l'instant, il n'y en a pas. Il existait une époque où, il y a peut-être 30 ans, où il y avait une fiscalité qui était associée à la distribution de dividendes qui étaient issus de reports à nouveau qui dataient de plus de 5 ans. On appelait ça le précompte mobilier. Tout ça, c'est terminé. Dieu merci d'ailleurs, et c'est pour ça que l'on est tranquille. Benjamin, le report à nouveau n'est pas soumis à l'IS une seconde fois. Dieu merci, non. Hein, une fois que c'est fait, c'est fait. En fait, la fiscalité en France, c'est de taxer l'année en cours, jamais les années antérieures. Ça, c'est un grand principe, c'est-à-dire que ce qui est fait, c'est fait, on l'a taxé et on n'en parle plus. Et par contre, chaque année, on fait un cumul de ce qu'on appelle la différence. Si on veut être très puriste, en fait, c'est la différence du passif, très exactement, mais c'est pour le commun du mortel, c'est tout simplement la différence entre des produits imposables et des charges déductibles. Voilà très exactement comment ça vient, donc pas d'inquiétude. Benjamin, le report à nouveau n'est pas taxé une deuxième fois. Question de Nadia, on peut se verser une partie en dividende et mettre une partie en report à nouveau ou pas? Oui, tout à fait Nadia. Dans l'exemple là où on se trouve par exemple à 128 526, la réalité c'est que d'un point de vue purement juridique, nous avons la possibilité de distribuer les 128 000 plus les 47 000. Et dans ces 128 000, tu peux très bien décider tout simplement de distribuer 20 000, par exemple, et que les 28 000, on va faire plus simple, 28 526, et le reste, les 100 000 euros, les remettre en report à nouveau. Donc, en fait, c'est comme tu veux, quand tu veux. Voilà, Nadia, c'est aussi simple que ça. Christian, une provision, c'est équivalent à une réserve? Non, pas tout à fait. Christian, parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle des provisions réglementées. Si c'est celle ici dont tu fais référence, il s'agit de provisions réglementées. C'est encore autre chose. On ne peut pas distribuer une provision réglementée par définition. Voilà. On ne peut distribuer que les reports à nouveau. Voilà. ou les réserves qui ne sont pas des réserves légales ou qui ne sont pas ce qu'on appelle aussi des réserves statutaires. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, on ne le voit plus. Mais pareil, dans vos statuts de SAS, rien ne vous interdit de dire qu'il y a la réserve légale. Bon, ça, c'est obligatoire. Mais vous pourriez, si vous avez envie, dire « je veux par exemple que 10% de mon montant, de mon résultat chaque année aille en réserve statutaire et ces réserves statutaires ne pourraient pas être distribuées ». C'est faisable, personne ne le fait et je ne vois pas tellement l'intérêt, sauf dans les très grosses sociétés dans lesquelles on a peur des réactions des associés. Maria, le report à nouveau négatif sera déduit du bénéfice éventuel lors d'un exercice suivant. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça dans ce sens-là. Le report à nouveau négatif, s'il était négatif, il serait là, avec un moins, bien évidemment, devant, et il serait comblé en tout ou partie par le résultat. Par exemple, imaginons si on avait moins 50 000 euros et qu'on a un résultat positif de 20 000, il viendrait obligatoirement s'imputer sur les moins 50 000, ce qui ferait tomber le résultat, le report à nouveau de moins 50 000 à moins 30 000 euros. Et tant que le report à nouveau est négatif et que le montant des réserves est insuffisant, on ne peut pas distribuer. On ne peut distribuer qu'à partir du moment où c'est positif. Deuxième situation, on suppose que tu avais toujours moins 50 000 euros de report à nouveau négatif. Et puis là, pouf, on se trouve avec, je ne sais pas, 70 000 euros de résultat. Eh bien là, non seulement ça comble le report à nouveau négatif de 50 000 euros, mais du surcroît avec les 20 000 supplémentaires, eh bien là, on peut commencer à les distribuer. Nadia, question, on peut utiliser la réserve de 10% ou est-ce bloqué? C'est bloqué. Alors, c'est bloqué. C'est bloqué juridiquement, bien évidemment, parce que ça, on va voir qu'il n'y a pas, que c'est quand même une grosse différence entre le montant qui se trouve ici et la trésorerie. On peut très bien avoir de gros capitaux propres et ne pas avoir de trésorerie. Le contraire est un peu moins vrai quand même, mais globalement, c'est cela. Donc, pas d'inquiétude, les 10% sont bloqués, mais c'est uniquement que juridiquement. Ok, bon, je vois que c'est bien, on a des questions. C'est juste nickel. Moi, je ne vais pas m'ennuyer, mais je ne m'ennuie jamais, je vous rassure. Alors, maintenant qu'on est revenu sur ces explications, je m'aperçois que j'ai bien fait finalement de commencer par là. On va commencer par la fiscalité du particulier. Particulier, c'est vous, c'est moi, c'est nous en tant que personnes physiques qui recevons. C'est-à-dire que si vous êtes dirigeant d'une société et que vous touchez des dividendes, vous, personnellement, c'est la fiscalité du particulier qui va s'appliquer, d'accord? Ce n'est pas autre chose, il n'y a pas une catégorie spécifique pour les dirigeants et une catégorie spécifique pour ceux qui ne le sont pas. Tout le monde, à partir du moment où on reçoit des dividendes,
eh bien, c'est la fiscalité du particulier. Alors, je parlerai plus spécialement de la fiscalité des dividendes de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, comme les SASU à l'IS, les SRL à l'IS, les EURL à l'IS, et puis également, qu'est-ce que j'ai oublié, la SAS à l'IS. Pour tout ce qui est impôt sur le revenu, ça n'a rien à voir, puisque, en proprement parler, les personnes qui se trouvent avec une SASU à l'impôt sur le revenu, même s'ils touchent des dividendes, ce n'est pas cette fiscalité-là qui fonctionne, puisqu'en fait, c'est comme si ça ne comptait pas. S'il y a des questions, n'hésitez pas en tout cas à me les poser sur les SASU à l'IR, je pourrais toujours y revenir, mais je vais commencer tout de suite par la fiscalité du particulier, s'agissant, encore une fois de plus, de la fiscalité qui provient de sociétés soumises à l'IS. Alors, j'ai pris un exemple, je préfère toujours ce genre de choses. On a la SS Martin, et puis vous avez Monsieur Martin qui se trouve là, voilà très exactement, et la SS Martin, zouk là, pouf, elle va lui donner de l'argent. Et donc, Monsieur Martin, bien évidemment, vous imaginez bien que ces dividendes-là qui vont être distribués, donc issus, comme vous le savez maintenant, soit du résultat de l'exercice, soit de report à nouveau, soit d'autres réserves, eh bien, il va recevoir cet argent, et la question qui va se poser, et qui va arriver directement, alors là, c'est plutôt sa conjointe qui se pose la question. C'est vrai que je n'ai pas fait attention au niveau du personnage. Eh bien, la question, c'est plutôt, est-ce que je vais choisir plutôt la flat tax ou est-ce que je vais choisir plutôt l'ancien système, ce qu'on appelle la CSG, impôt sur le revenu? Voilà, c'est la grande question qui va se poser. Et pour faire ultra simple, moi, ce que j'ai préféré, effectivement, c'est de prendre un billet de 100 €. Et je me suis dit, avec 100 €, qu'est-ce qui se passe très exactement? Donc, si vous avez 100 €, vous allez connaître la réponse. Si vous en avez 1000, vous multipliez par 10. Si vous en avez 10 000, vous multipliez par 1000. C'est aussi basique que cela. C'est comme ça qu'on va se débrouiller. Donc, on commence par la flat tax. Donc ça, c'est la première, c'est le régime. Si vous ne faites rien, j'aurais tendance à dire, eh bien, c'est aujourd'hui le régime de choix. Et c'est un régime qui est très simple, très basique, on va dire. D'un côté, vous avez la flat tax, les 30%, qui se décompose en fait en deux. À la fois les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2, dont la CSG, bien évidemment, fait partie, et de l'autre, les 12,8%, qui est un taux purement arbitraire. Ça ne correspond à rien. C'est simplement que lorsque la flat tax a été sortie, sous d'ailleurs l'égide de Macron, tout au début de son mandat, de son quinquennat, eh bien, c'est lui qui a instauré la fameuse flat tax qui existait partout dans le monde, sauf en France, et il a mis ça en place en disant, voilà, c'est une flat tax et je veux que ce soit 30%. Comme la CSG est à 17,2, du coup, 30 moins 17,2, ça fait 12,8. Mais ne cherchez pas ces 12,8% d'impôt sur le revenu quelque part, ça n'existe pas. Voilà, tout simplement, c'est purement arbitraire. Donc du coup, j'en reviens à mon billet de 100 €, et pour faire ultra simple, eh bien voilà qu'est-ce qui va se passer. D'un côté, la flat tax, on appelle le PFU aussi, le prélèvement forfaitaire unitaire, je ne sais même plus maintenant, prélèvement forfaitaire, ça me reviendra, le U, et on a les 70 € qui restent. Donc du coup, sur ces 100 €, vous avez compris que la partie bleue, c'est bye-bye, ça vous dites adieu de façon définitive, et voilà, c'est universel, merci Benjamin. Et les 70 €, eh bien, c'est la partie effectivement qui va revenir dans vos poches, mais qui va revenir de façon définitive. Il n'y aura pas de CSG dessus, et il n'y aura pas d'impôt sur le revenu non plus. Alors, vous devrez les déclarer quand même dans votre déclaration d'impôt sur le revenu 2042, en précisant bien effectivement qu'ils ont fait l'objet d'un PFU, et donc ça n'aura pas d'incidence sur le montant d'impôt sur le revenu que vous auriez dû payer sur les dividendes. Donc, pas d'inquiétude. Par contre, ça fait augmenter le plafond, bien évidemment, de l'impôt sur le revenu, et c'est pour ça que ça a été calculé dans ce sens-là. Donc, vous voyez effectivement, quand vous avez la partie flat tax, pouf, vous vous débarrassez définitivement, on n'en parle plus, c'est terminé, c'est l'histoire ancienne, et ça se reporte. Alors, pour ceux qui sont clients chez Doux et qui nous font confiance dans les assemblées générales, on vous envoie un document. Alors, nous, on remplit deux documents, une qui s'appelle la 2561 et l'autre qui s'appelle la 2777, qui sont communiqués à l'administration fiscale. Normalement, si les choses se font bien au sein de l'administration fiscale, ils reportent directement ces montants dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Vous n'avez rien à vous soucier. À défaut, en tous les cas, il faut le faire. Et pour tous ceux
qui sont, alors là, à la SASU, à l'impôt sur le revenu, pensez bien, par contre, à ce que quand vous verrez le montant de vos dividendes apparaître, s'ils sont issus d'une SASU à l'impôt sur le revenu, il faudra mettre 0 pour éviter d'être taxé 2 fois. Voilà très exactement comment ça se passe. Et Jacques, c'est bien unique, maintenant je m'en souviens, prélèvement forfaitaire unique. Merci Jacques. Benjamin, bonjour. Est-ce que c'est l'impact revenu fiscal de référence et donc potentiellement le TMI? Oui. Eh bien, c'est ça le problème, Benjamin, effectivement, c'est qu'à chaque fois que tu touches quelque chose, tu es toujours taxé dessus. Alors, il y a quand même quelque chose qui s'appelle impôt.gouv.fr, hein, qui est un excellent, qui vous permet à la fois de déclarer vos impôts, et qui est un excellent simulateur pour vos calculs d'impôt sur le revenu pour pouvoir le faire. Nadia, est-ce que la flat tax, c'est avant la déclaration sur le revenu? Oui, tout à fait. Alors, pour une raison simple, c'est que supposons par exemple, là, on est au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, tu décides à la fin octobre de prendre de l'argent. Et bien dans ces cas-là, le 15 du mois qui suit, c'est-à-dire le 15 novembre, tu devras verser la flat tax. Alors, si tu passes par nous, c'est nous qui faisons tous les papiers nécessaires, mais c'est bien l'administration fiscale qui recevra cet argent, enfin le Trésor public, qui recevra le 15 du mois le document. Moralité de l'histoire, tu payes systématiquement avant l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas possible de faire autrement parce que si c'était le cas, ça veut dire que ce serait l'année suivante. Et donc, dans ces cas-là, ce serait sur l'exercice, par exemple, 2022. OK, bon, eh bien ça, c'était le premier truc. Donc, vous avez compris effectivement que du coup, la norme, c'est la flat tax. Mais néanmoins, il y a une possibilité, c'est de disposer de l'ancien régime. Alors, l'ancien régime, eh bien, ça n'existait pas, il n'y avait pas de flat tax, hein, pour faire très très simple. Et donc, du coup, on se posait la question sur le point suivant, qui était le barème progressif, c'est-à-dire le barème tel que vous pouvez le connaître. Et donc, c'est là où ça se complique un petit peu, c'est que quoi qu'il arrive, vous payerez toujours 17,2 de prélèvements sociaux sur le montant brut. Toujours. Que vous soyez imposable par imposable, vous n'échappez pas à la CSG. La grosse différence, c'est que vous aurez un petit bout de CSG qui sera déductible, 6,8% très exactement de CSG qui seront déductibles de votre base d'impôt sur le revenu. Et le montant de vos dividendes sera retenu non pas à hauteur de 100%, c'est-à-dire les 100 euros, puisqu'on prend le brut, mais sera pris à hauteur de 60% de ce montant-là. Donc, on va faire un exemple pour bien comprendre. Et donc, je reprends mon fameux billet de 100 euros. Et donc, supposons aujourd'hui qu'on distribue, nous sommes le 20 et quelques octobre, eh bien, le 15 novembre, je devrais payer 17,20 € de CSG auprès du Trésor public. Et donc, je ne recevrai que les 83. J'ai simplifié 17,83 pour faire les comptes ronds. Ces 83 €, je les mets dans ma poche. Mais par contre, au moment où je ferai ma déclaration 2021, que je ferai donc en 2022, cette fois-ci, il faudra que je déclare 100 € brut reçus, puisqu'on est obligé de marquer le brut, non pas le net. Donc, on déclarera 100 € et on le mettra dans une case précise de telle façon à avoir un abattement de 40%, si bien que je serai imposé non pas sur 83 €, je ne serai pas imposé sur 100 €, mais je serai imposé sur une base de 60 € au niveau de l'impôt sur le revenu. Et comme la CSG, je l'ai déjà payé, fini, on n'en parle plus. Et là, je rappelle effectivement les tranches d'imposition. Si vous êtes non imposable, vous payerez 0. Si vous êtes imposable à la deuxième tranche, 11, 30, 41, 45. Et comme je le disais tout à l'heure, il y aura toujours les prélèvements sociaux, mais ceux-ci, on n'en parle plus puisque vous les avez déjà payés à l'origine. Voilà très exactement comment ça fonctionne. Alors, une question qu'on me pose, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met en flat tax? Est-ce qu'on se met plutôt sur le barème progressif? Eh bien, déjà, la première chose, c'est qu'on ne peut pas opter pour l'ancien régime systématiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un principe que, globalement, si on veut éviter la flat tax pour être uniquement que dans la partie CSG, et vous l'avez compris, les 60% ensuite taxé au niveau de l'impôt sur le revenu, eh bien, on regarde sa référence de son impôt au N-2
Et donc, du coup, si on est célibataire, veuf ou divorcé, il faut avoir eu un revenu fiscal inférieur à 50 000 euros. Et pour ceux qui sont mariés ou pacsés, ce sera 75 000 euros. Ne me demandez pas pourquoi d'un côté c'est 50 et pour l'autre j'ai 75. C'est vrai qu'il serait assez logique que ce soit 100. Bon, c'est comme ça. Je n'arrive toujours pas à trouver d'explication assez logique. Et donc, là, vous avez bien compris que d'un côté, on avait la taxation du dividende après abattement de 40%, et on se retrouve avec 6,8% de la CSG qui a été payée sur les dividendes de 100 euros, qui devient déductible de la base limite de l'impôt sur le revenu. Voilà, Nadia, effectivement, pour une fois, ce n'est pas les célibataires, c'est les célibataires qui sont mieux lotis que les personnes. Alors, je trouve toujours ça un petit peu bizarre, effectivement, qu'on n'ait pas coupé en deux. Je ne comprends pas. Moi, j'aurais préféré 50 et 100 parce que c'est vrai que on peut se poser des questions. À un moment donné, quand on touche des dividendes, si on va se paxer ou se marier, eh bien, est-ce qu'on le fait en 2021? Est-ce qu'on le fait en 2022? Bon, c'est un peu complexe quand même et je ne comprends pas très bien effectivement cette égalité de traitement devant l'impôt sur le revenu. Alors, du coup, moi, si j'ai un conseil à vous donner, il y a un truc qui est super simple, hein, ça s'appelle impôt.gouv.fr. Il y a un simulateur d'impôt sur le revenu. Alors, j'ai pris bien évidemment les deux extrêmes. Si vous êtes non imposable, bien évidemment, le barème progressif sera toujours plus judicieux. Si vous n'êtes pas du tout imposable et que le montant que vous perceviez, effectivement, eh bien, soit franchement bas. Et à l'inverse, pour quelqu'un qui est dans la tranche haute d'impôt sur le revenu, alors là, il n'y a pas photo. C'est bien le prélèvement forfaitaire unique ou la flat tax qui seront bien évidemment bien meilleurs parce que les 30% reposeront moins. D'ailleurs, si, en tous les cas, j'avais un conseil à vous donner pour ceux et celles, en tous les cas, qui hésitent à se donner entre 2021 et 2022 des dividendes. Je pense, en tout cas sincèrement, que sur 2021, on se trouve sans doute peut-être la dernière année à vivre avec un taux d'imposition, la flat tax à 30%. Il se pourrait que sur les années suivantes, pour céder un petit peu à la pression populaire et puis essayer de trouver un peu de l'argent dans les caisses de l'État, il se pourrait que ce taux de 30% puisse aller à la hausse, peut-être de façon temporaire, peut-être de façon définitive, à voir. Mais en tous les cas, si vous avez de l'argent à prendre, en tout cas, si vous voulez tenir véritablement à prendre des dividendes, je pense que 2021 serait mieux de les prendre avant le 31/12 qu'après le 1er janvier. Vous savez qu'on connaît la loi de finances 2022, il n'y a pas de rectificatif, enfin, ce qu'on appelle de régularisation sur l'année 2021 en termes de dividendes. L'année prochaine, il n'y a rien qui est prévu, mais en cours d'année, c'est-à-dire au mois de septembre, d'octobre, rien n'interdit l'État, en tous les cas, de remajorer s'il y avait besoin. Donc, voilà une petite info, si vous en aviez besoin ou si vous vous posiez des questions en la matière. Troisième grand point, on va parler maintenant de la fiscalité des sociétés. Alors, si j'en parle en même temps que la fiscalité des particuliers, c'est qu'il y a une raison. Alors, le schéma est relativement simple. J'ai une SAS qui s'appelle toujours Martin, et je remonte, et là, surprise, je ne donne pas l'argent à Monsieur Martin, je la donne à une société qui s'appelle Holding Martin & Co. Voilà, c'est une holding, je l'ai appelée comme ça, j'aurais pu l'appeler différemment. Alors, que ce soit une SAS ici ou une SARL, ou que ce soit une SARL ici ou une SAS, peu importe. Vous savez que autant on est limité quand on est un SARL et qu'on touche des personnes physiques parce que d'un seul coup, on paye des charges sociales, autant là, quelle que soit la forme juridique, à partir du moment où c'est à l'IS, et là, pareil, l'argent circule sans aucune difficulté. Donc là, on va rentrer dans un petit régime, je vais rentrer sur 2-3 bricoles, qui s'appelle le régime mère-fille. En fait, vous avez une holding qu'on appelle la mère, et les sociétés qui sont en dessous s'appellent ses filles. Voilà, donc c'est pas très compliqué en tant que tel. Et pour avoir ce régime, eh bien, il faut détenir au moins, il faut que la société mère, donc la holding, détienne au moins 5% du capital
de la société fille. Voilà, 5%. Et pourquoi est-ce que je mets le drapeau français? Parce que ces 5%, c'est parce que quand ça se passe en France. Maintenant, si vous êtes en France et que, par exemple, vous voulez avoir ce régime de société mère et fille et que la fille se trouve, par exemple, en Suisse, alors de mémoire, je vous dis ça, la Suisse, c'est 10%, hein, ce ne sera pas 5%, donc il faut véritablement bien penser qu'on est en train de parler d'un régime spécifique à la France, mais ce régime peut s'étendre à d'autres pays extérieurs sans aucune difficulté. Une holding française peut avoir des filiales à l'étranger, ce n'est absolument pas du tout interdit. Donc ça, c'est la première condition, c'est d'avoir au moins une détention de 5%. Et la seconde, très important, il faut au moins détenir depuis 2 ans la société. Alors vous allez me dire, ben attends, quand on construit une holding et qu'on a la fille qui est au-dessus, il y a moins de 2 ans. Pas de panique, ça marche, d'accord? Mais si vous veniez à bénéficier de ce système, ce que tout le monde fait, bien évidemment, et que vous vendiez votre société avant 2 années, eh bien, il faudrait rectifier l'impôt sur les sociétés avec le taux réduit que vous avez pu avoir, eh bien, il faudrait le rectifier. Alors, ça présente énormément d'avantages. C'est que du coup, les dividendes qui montent de la société fille à la société mère, eh bien, ils sont non imposables du tout. Tout sauf 5% de la base. C'est la base, très exactement. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous voulez remonter 100 000 euros, eh bien, on va faire 100 000 euros fois 95% d'exonération et il ne restera que 5 000 euros imposables. Vous allez prendre le taux à 0,15%. 5 000 fois 0,15, ça fait 750 euros d'impôt sur les sociétés pour votre société mère. Voilà, très exactement. Pauline qui pose une question, est-ce qu'il faut détenir la société mère ou la société fille depuis 2 ans? Alors, il faut que la société mère détienne la société fille depuis 2 ans. Mais néanmoins, le régime dont je t'ai parlé avec la distribution de dividendes fonctionne tout de suite, il n'y a pas de problème. Si tu gardes une année ou moins de 2 ans, en tous les cas, ces titres, eh bien, si tu as bénéficié du régime de faveur dont je viens de te parler, dans ce cas-là, il faudra rembourser. Mais si tu vends ta société au bout de 2 ans et 1 jour, eh bien, dans ces cas-là, il y aura exonération, il n'y aura pas de remise en cause auprès de l'administration fiscale. Nadia, et sous quelle forme se verse-t-on les dividendes versés à la holding? Alors, c'est super simple. Ta holding, elle est en haut. Ta société fille, elle est en bas. Dans la société fille qui est là, ta société, eh bien, tu vas faire ce qu'on appelle une distribution de dividendes par le biais d'une assemblée générale et hop, l'argent remontera sous forme soit de chèque, soit sous une forme de virement. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et donc, c'est l'assemblée générale qui constatera cette distribution de dividendes et au sein de ta société mère, l'argent que tu auras reçu arrivera sur ton compte bancaire et sera imposé qu'au moment de la clôture de l'exercice. Voilà très exactement comment ça marche, Nadia, mais n'hésite pas, si tu veux, reposer quelques questions. Et donc, j'ai voulu l'illustrer toujours avec mon fameux billet de 100 euros, et là, de façon très claire. Alors, j'ai voulu simplifier, mais évidemment, ben voilà, sur les 100 euros, il vous restera 99,25 €, très exactement, avec un TTS à 75 centimes tous les 100 euros de distribués. Donc, voilà très exactement le système. Alors, de temps en temps, on me parle aussi du régime d'intégration fiscale, etc. Mais oubliez-le, enfin, c'est pas que fait déjà, il faut avoir 95%, faut faire un 3e bilan, il faut faire une intégration fiscale. On ne bénéficie pas 2 fois du régime de faveur à 15%, puisque là, en plus, société mère et société fille, on bénéficie à chaque fois du taux d'IS à 15%, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Donc, véritablement, il n'y a aucun souci, il faut vraiment y penser. Alors, la question qui va se poser, et Nadia, j'ai vu la question que tu veux te poser. Nadia, est-ce qu'on peut récupérer les dividendes versés à la holding quand on veut? C'est-à-dire, c'est toi, Nadia, cette fois qui les récupère. Eh bien, à partir du moment, on revient toujours dans le même système. Ta fille, est-ce qu'elle peut distribuer des dividendes à la mère? Oui, à partir du moment où il y a un résultat positif ou des reports à nouveau positifs. Et dans ta holding, est-ce que toi, par exemple, qui est au-dessus de ta holding, tu peux récupérer l'argent quand tu veux? La réponse est oui, à partir du moment où
on a un résultat positif ou des reports à nouveau positifs. De façon très claire, tu peux décider quand, combien, à partir du moment où il y a des réserves ou des reports à nouveau ou du résultat à distribuer. On n'est pas obligé de le faire une seule fois par an, hein, au moment de ce qu'on appelle l'affectation du compte de résultat. On peut le faire à tout moment. Bien évidemment, plus on multiplie les assemblées générales, plus ça coûte cher. Mais sachez en tous les cas que vous pouvez très bien dire « je ne me distribue pas de dividendes au mois d'octobre » et finalement dire « je me refais une assemblée générale pour décider de distribuer des dividendes ». Donc, pas de difficulté. Alors, on va reprendre cette distribution. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que la SAS Martin a besoin de donner l'argent à la holding? Pourquoi est-ce qu'on monte une holding? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc, c'est la fameuse pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, tout simplement, il y a plusieurs possibilités. Soit parce que la holding détient une autre société, par exemple la SAS Dupont, d'accord? Et la holding a besoin de mettre de l'argent. Alors, vous voyez là dans cet exemple que la holding détient la SAS Dupont, détient la SAS Martin, mais peut-être que la SAS Dupont et la SAS Martin n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Ce sont ce qu'on appelle des cousines, tout simplement, ou des sœurs, si elles étaient dans le même groupe. Et donc, de façon très claire, en supposant qu'elles n'ont strictement rien à voir, eh bien, du coup, on remonte de l'argent de la SAS Martin, de la holding, vers la SAS Dupont, et on est peinard. Ça peut être un premier principe. Le second, on peut aussi avoir la SAS Martin, toujours qui donne de l'argent à la holding, et là, hop, comme par hasard, ça tombe dans la SCI Martin, dont, si ça s'appelle Société Civile Martin, c'est parce que tout simplement, eh bien, c'est la holding qui détient une société civile immobilière, et cet argent que la SCI Martin va avoir, va pouvoir l'utiliser auprès pour acheter des biens immobiliers, par exemple, un appartement, elle peut acheter des SCPI, elle peut acheter tout ce qu'elle veut, enfin tout ce qui est faisable. Et puis, on a le troisième cas où c'est la SAS Martin qui donne à la holding, et puis la holding décide de donner cette fois-ci à Monsieur Martin. Voilà, ça peut être une autre possibilité également, cette fois-ci. Alors, bien évidemment, ce n'est pas les mêmes limites, mais cet argent, après qu'on a de la holding, on en fait ce qu'on en veut. Soit on le met directement dans des sociétés civiles immobilières ou d'autres sociétés pour pouvoir acheter d'autres sociétés ou pour pouvoir enchérir ou pour pouvoir aider ces sociétés civiles immobilières à pouvoir acquérir de l'immobilier. Et donc, dans ces cas-là, ça coûte zéro de chez zéro. Soit on décide effectivement, la holding, de donner l'argent au propriétaire, à M. Martin, et dans ces cas-là, on retombe au premier plan, c'est-à-dire on se chope la flat tax directement de 30% ou le système de l'impôt progressif tel que j'ai pu vous le décrire. Alors, j'arrive au terme, je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Nadia, on peut récupérer le dividende vers sa holding quand on veut? Oui, il n'y a pas de date précise, bien évidemment, tant qu'on se trouve tranquille au niveau des résultats, comme j'ai pu l'expliquer. Maria, est-ce qu'il y a une date limite pour le paiement des dividendes après la clôture? La réponse est oui et non. Je m'explique. Soit au moment de l'Assemblée générale, on dit les dividendes seront distribués à telle date. D'accord? Bon, comme ça, c'est vite, il y a une date qui est donnée et on n'en parle plus. Soit ils ne sont pas donnés et en ces cas-là, ce que je conseille de faire, c'est de les mettre dans ce qu'on appelle des comptes courants. Soit un compte courant d'associé si on est une personne physique, soit des comptes courants de personnes morales et c'est assimilé comme si la distribution de dividendes était faite. Notamment, Maria, juste un petit point qui est super important. Supposons par exemple, je dis n'importe quoi, tu as clôturé au 31/12/2020, tu as fait une assemblée générale je sais pas moi, au 30 juin 2021 qui décidait d'une distribution de dividendes de 10 000 euros. On suppose que tu n'as pas pris l'argent au 31 décembre 2021. La question, c'est est-ce que ces 10 000 euros sont imposables, les dividendes, ou pas, sachant que tu n'as pas touché l'argent? La réponse est oui, ils sont imposables. Parce qu'à partir du moment où tu es dirigeant et que tu avais la possibilité de prendre cet argent, le fait de le laisser dans la société, c'est une disposition, une faculté qui t'est laissée, qui te concerne que toi. Et donc, l'administration va te payer quand même pour l'année. Donc, voilà ce que je voulais te dire, c'est qu'à partir du moment où tu as ce qu'on appelle une inscription en compte courant d'associé, ça devient obligatoirement imposable. Alors, ça coûte combien d'assemblée générale? Entre 50 et 170 euros de mémoire.
chez nous, enfin chez Doux, hein, je ne parle pas chez les confrères. France, il faut que la holding ait une activité? Non, pas nécessairement. Il peut y avoir ce qu'on appelle des holdings actifs et on peut avoir aussi des holdings passifs. Une holding passive, ça ne fait rien. Ça se contente de disposer effectivement de sociétés et de monter, descendre l'argent. Ça, c'est une société dite passive. Et une holding active a une activité, c'est-à-dire qu'elle peut faire de l'animation de filiales, elle peut rendre des services à la filiale, elle peut facturer la filiale également, ou facturer même d'autres sociétés si besoin était. Sad, quel est l'intérêt d'avoir la holding à l'étranger, exemple suisse? Alors, il peut y avoir des raisons, bien évidemment, économiques. Et d'ailleurs, il faut mieux avoir des raisons économiques parce que lorsqu'on est français, il y a quand même quelque chose qui touche tous les Français, c'est justement la nationalité. Et le fait d'être français fait que si, par exemple, tu as une holding à l'étranger, eh bien, il faut avoir une bonne raison économique. Soit tu y travailles de façon permanente, soit tu y travailles de façon très régulière et tu peux le prouver. À défaut, ça risque de partir sur ce qu'on appelle un système pénal, carrément. Hein, c'est actuellement les choses qui se passent et tout le monde ne détient pas une société comme Google, Facebook et compagnie. Donc, si ces sociétés-là se retrouvent à monter, faire des montages assez périlleux en la matière, c'est parce que tout simplement, ils l'expliquent par la présence de milliers de collaborateurs qu'ils arrivent à embaucher dans ce pays. Pour un Français qui tenterait l'aventure en Irlande tout seul sans jamais y aller, c'est le pénal qui l'attend directement en France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et encore une fois de plus, on peut le faire, mais il faut avoir des questions économiques. Et je rappelle effectivement que tous les revenus qu'on perçoit en France ou à l'étranger sont imposables. Il faut bien évidemment regarder les conventions qui existent entre les pays. Benjamin qui dit dangereux d'avoir une holding à Malte en dehors Luxembourg. Oui, c'est évident. Ça serait plus cool que ce soit en Allemagne, on est bien d'accord, même si c'est tentant d'un point de vue financier. On est tout à fait d'accord. Pauline, Nadia, ça ne coûte rien, il me semble, si tu es seul, de faire l'assemblée avec toi-même. Si tu as des associés, tu dois faire une réunion avec eux. Oui, alors on fait des constats, des procès-verbaux, même en étant seul. Il faut quand même le faire. Nadia, si j'ai bien compris, l'IS sera moins élevé lorsque l'argent va dans le holding, mais la flat tax reste la même. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si tu montes de l'argent, de façon très concrète, Nadia, le fait de faire une holding, il faut qu'il y ait une explication. Si c'est simplement pour dire, tiens, ça fait plaisir, je monte de l'argent, puis après je me le redonne, ça ne sert strictement à rien. Par contre, si c'est pour constituer ton patrimoine immobilier, ton patrimoine privé, ton patrimoine professionnel, la holding a un sens. Et c'est pour ça que je voulais effectivement en parler directement de vive voix pour bien expliquer ces différents points. Bon, écoutez, je crois que j'ai pas mal exploré les choses. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas pour pouvoir le faire. Je vois que Jacques, ça y est, a parlé du parrainage et il a tout à fait raison. Je vais le marquer ici d'ailleurs. Hop, vous savez, 1 mois gratuit pour celui qui en bénéficie et 1 mois pour le filleul. Donc, parrain et filleul vont avoir directement 1 mois de plus dans les 2 cas. Je crois que c'est bien suivi. Ça fait en tout cas toujours plaisir. Alors, je voulais juste effectivement vous parler d'un petit point qui va arriver à partir dans ce premier trimestre 2022. Donc là, on passe un petit coup. Il y aura 2 grandes choses qui vont sortir au sein de Doux. La première, sur ce premier trimestre, eh bien, nous lancerons une application de facturation de vie que nous avons établie depuis déjà 8 ou 9 mois avec une centaine de clients testeurs. La seconde, c'est que nous sommes en train de changer le langage. Et donc là, on va sortir quelque chose d'assez fantastique sur ce premier trimestre 2022. Et deuxième grande chose, nous avons passé tous les diplômes pour pouvoir être ce qu'on appelle formateur, et notamment le Calliope, qui est un petit peu le Saint Graal de centre de formation. Et Doux va très prochainement, à partir du 1er janvier 2022, devenir un centre de formation en plus de l'expertise comptable, qui vous permettra, contre une somme modique, de pouvoir suivre des heures de formation, de pouvoir vous améliorer. Il y a des vidéos, il y a plein de choses qui vont se faire, et vous donnez droit à des crédits d'impôt qui iront, si les choses vont bien, jusqu'à 820 € par an de réduction d'impôt sur les sociétés ou de réduction d'impôt sur le revenu. Voilà. Et Pauline qui dit merci en tous les cas, Pauline, de ton témoignage vis-à-vis de Doux. Ça fait toujours plaisir.
Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Tout à l'heure, d'ailleurs, je vous mettrai, si ça vous tente, en tous les cas, un petit lien, puisque là, on fait le test justement sur la formation le 2 novembre, c'est-à-dire dans quelques jours, sur de nouvelles aventures sur de la formation. Voilà. Et j'ai terminé. Je vois qu'en tout cas, il n'y a pas de nouvelles questions. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma présence. En tout cas, moi, j'adore. N'hésitez pas en tous les cas, on sera très nombreux pour pouvoir faire de nouveaux vidéos et de nouveaux webinaires. Je vous mettrai d'ailleurs les petits liens qui vous permettent de regarder tout ça. Et je vois Maria, la dernière question, elle est hâte de découvrir cette information. Peut-on créer une société holding uniquement pour distribuer les résultats et bénéficier davantage de l'IS à 15% si tu as une explication économique? La réponse est oui. Voilà, très exactement. Allez, à très vite. Et puis, on se termine sur un petit air de disco.